Bonjour, bonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, on continue la vidéo qu'on avait faite la dernière fois. Donc, je vais lire votre livre, la partie 2. Donc, la dernière fois, c'était partie 1. Là, c'est la partie 2. Puis, sans plus tarder, on commence dans le vif du sujet. Puis, vous allez voir, c'est bien, bien intéressant. Encore une fois, je vous le répète, la vidéo, vous n'êtes pas obligé de la regarder, c'est juste un support visuel. L'idée que j'avais en tête en faisant ça, c'était que vous allez continuer à faire vos choses en m'écoutant de lire mon livre pour vous sauver le temps et la lecture. Donc, sans plus tarder, chapitre 2, viande. Les viandes contiennent 5 choses principales: du sang, de la chair, des veines, des muscles, ainsi que des tendons. Le mensonge et la propagande qui dit que manger suffisamment de protéines faut consommer pratiquement que de la viande n'est en fait une phrase que pour encourager l'industrie. Jamais personne n'a eu une carence de protéines ou est mort d'un manque de protéines dans son alimentation si on exclut les pays qui souffrent de famine. 250 millions de tonnes de viande chaque année est consommée dans le monde. Des études ont d'ailleurs montré que ce chiffre pourrait être multiplié par 2 d'ici 2050, en partie à cause de l'augmentation de population. Je ne sais pas s'ils ont pris en considération la courbe de croissance que le nombre de végétaliens augmente de plus en plus d'année en année par contre. Si l'on se fie à un sondage qui a été fait et qui conclut comme résultat qu'au Royaume-Uni, le mode de vie végétalien a augmenté de 350% d'il y a 10 ans. Les changements apportés au cours des dernières années dans le guide alimentaire d'Angleterre n'ont certainement pas laissé les Britanniques indifférents. Le guide a réduit la consommation de produits laitiers de façon quotidienne. Plusieurs éléments essentiels pour assurer la survie de l'être humain se trouvent dans la viande, comme certains minéraux et vitamines essentielles. Par contre, une très grande partie de ces éléments essentiels se retrouvent justement dans leur nourriture que l'on donne aux animaux. En d'autres mots, si nous mangions leur nourriture à base de plantes que l'homme peut ingérer sans problème, nous allons avoir tout ce que notre corps demande sans avoir à sacrifier un animal à chaque jour. Il ne faut pas oublier également que la viande que nous mangeons est un être vivant qui est décédé, donc nous mangeons des cadavres. Pas très appétissant. Ce qui l'est encore moins, c'est que la chose morte dans notre assiette est en fait vieille de 2 à 5 jours si vous l'aviez acheté directement, frais entre guillemets, de l'épicerie. Si vous le congelez pour le manger un peu plus tard, c'est encore pire. L'homme consomme de la viande généralement quand il est accompagné lors d'un repas autour d'une table de gens de l'autre sexe ou encore des amis et familles pour, dans certains cas, simplement montrer et mettre de l'avant une facette psychologique, c'est-à-dire pour montrer leur côté masculin, leur virilité ou encore leur dominance aux personnes en face de soi. Ce comportement n'est souvent ou la plupart du temps non intentionné. Par contre, cela n'efface tout de même pas la spéculation ici dite. Le fait d'ingérer un animal mort dans notre corps en face de gens que nous voulons impressionner ou mettre en valeur une caractéristique pour davantage leur plaire rend la chose des plus absurdes. Bien que nous sommes jugés en tant qu'hommes par nos actions, cette action devrait relever d'une toute autre conclusion. 4 des raisons les plus populaires pour la consommation de viande et produits animaux que nous avons sont souvent les mêmes. C'est soit parce que c'est une question de goût et que nous sommes accros à un mets ou un aliment en particulier, soit nous faisons ça par habitude et ça devient un automatisme dans notre quotidien de toujours consommer ces produits dangereux pour nous, soit par commodité qui veut dire que ça se prête bien à l'usage qu'on veut en faire, qu'il est facile d'user cette chose, l'avantage qu'on y trouve, et la quatrième étant c'est une question de tradition, comme par exemple à Noël avec la dinde, ou encore notre oncle qui nous amène à la chasse à chaque mois durant l'été depuis qu'on est petit. Il faut penser que tout cela n'est en fait qu'une chose parmi tant d'autres pour nous
intégrer à ce système le mieux possible pour faire rouler l'économie avec davantage d'efficacité. Je dis que tout être humain, dont vous qui êtes en train de me lire, mérite mieux que d'être dans un système. Sortez des sentiers battus, créez, innovez, vivez selon vos propres valeurs et philosophies. Videz le verre qu'on vous a rempli dès votre jeunesse à la façon classique sans vous demander la question préalablement. Accepter tout ça n'est aucunement respectueux pour nous-mêmes. Nous devons devenir ce que nous voulons vraiment être sans nous faire inculquer certaines choses malgré notre consentement. Remettre en question tout ce que nous avions appris au courant de notre vie est la meilleure chose à faire pour vivre en paix complète avec soi-même. Prenez ce que vous semblez le plus juste à votre perception des choses et laissez le reste aux ordures. Encore une fois, vous méritez mieux que tout ça et j'en suis convaincu. Fin du chapitre. Chapitre suivant qui s'intitule Vache. Dans les années 1950, une vache normale produisait entre 6 à 7 litres de lait par jour. Aujourd'hui, elles en produisent 40 par jour, qui est entre 5 fois et demi et 6 fois et demi plus qu'auparavant. Les vaches sont attachées en permanence avec une chaîne assez longue pour se nourrir et s'étendre, mais attention, pas pour se retourner. Elles sont toutes marquées pour pouvoir les identifier et sans anesthésie, on leur coupe leurs cornes lorsqu'elles en ont. Dès l'âge de 12 mois, les vaches sont amenées à être violées et tomber enceintes pour débuter leur belle vie en termes de machines à production intensive de lait de vache. Mais avant ça, il faut d'abord prendre le temps et le plaisir de soit masturber des bœufs littéralement ou encore par électro-éjaculateur que l'on met dans l'anus des bœufs pour encourager à le faire jouir. Ensuite, nous collectons le fruit de nos actes minutieusement pour l'insérer, évidemment, dans l'animal femelle, la vache. Avec l'aide d'un tube, nous pénétrons le sperme de bœuf dans le vagin sans leur consentement, bien sûr. Parfois, pour aider à stimuler la victime, on lui met un bras directement dans l'anus de la vache pour stimuler la zone et rendre le processus le plus efficace possible. Question encore une fois de rentabiliser le plus possible l'industrie. Après 2 ou 3 lactations, qui est 4 à 5 ans, car elles ne sont plus rentables pour l'industrie, elles ne font plus assez de quantité de lait pour qu'on continue de s'en occuper. Elles sont donc amenées à l'abattoir pour être tuées et vendues sur nos étagères sous forme de bœuf haché et tout autre produit nommé bœuf. À 90% du temps, le bœuf est en fait de la vache dans nos épiceries et restaurants. Une vache normale peut vivre habituellement 20 ans, donc 4 fois plus longtemps que nos vaches laitières. Imaginez l'espérance de vie d'un humain diminuer à 25 ans alors que nous pouvons vivre jusqu'à pas loin de 100 ans si on prend soin de notre corps et notre santé. Ça montre l'absurdité de la chose. Durant le transport des vaches, plusieurs d'entre elles meurent car elles sont entassées avec une température excessive et des conditions insalubres sans pouvoir respirer le grand air. La Société Canadian Food Inspection Agency a dit entre 2 et 3 millions d'animaux meurent durant le transport et ce chaque année. Aussi, certaines vaches ont eu des traumatismes et sont épuisées car on leur a injecté des pesticides tout au long de leur vie pour augmenter leur production de lait. Alors, les problèmes de santé apparaissent davantage durant ces conditions de transport, au même titre que le système immunitaire de l'homme est moins résistant dans des conditions moins bonnes ou par manque de sommeil. Rendu à l'abattoir, le plus souvent utilisé est le fusil à projectiles captif conçu pour rendre les animaux inconscients durant leur abattage sans qu'elles souffrent. Le projectile est un boulon en acier ou une cartouche à blanc qui est tirée direct dans le cerveau. Ce n'est pas rare que le traitement ne fonctionne pas à 100% et que les vaches soient encore vivantes lors du commencement où elles sont saignées. Cette étape est très simple et peu coûteuse
étant donné qu'on leur tranche la gorge avec des outils très coupants pendant qu'elles sont préalablement pendues par les pattes, donc la tête vers le bas, afin de favoriser l'écoulement de sang. Parfois même après le saignage, certaines vaches se débattent encore rendues à la troisième étape. Imaginez un peu à leur place comme ces actes répétés par milliers durant les années peuvent devenir normales mais tellement diaboliques. C'est ce qu'on appelle davantage l'acte du diable que l'acte du sage. On peut penser le contraire étant donné que le processus permet de nourrir beaucoup de gens. Par contre, l'acte en soi n'est aucunement justifiable à cause de ça. L'industrie laitière est déjà en déclin depuis les dernières années lorsque les statistiques nous montrent qu'en 2017, les laits végétaux ont été vendus pour 1,4 milliard cette année et qu'aux États-Unis, la consommation a augmenté de 54% durant les 5 dernières années. Le lait véritable a subi une diminution de consommateurs de 11% durant l'année 2017. Les produits laitiers sont dans une période alarmante et cela peut être facilement remarquable avec le marketing mis encore davantage de l'avant et les promotions ridiculement basses pour éviter le moins de pertes possible dans l'industrie sont aussi présentes un peu partout dans le monde entier. La vérité va faire surface peu importe les moyens utilisés pour la camoufler. Celle-ci gagne toujours les combats. Fin du chapitre. Chapitre suivant qui s'intitule Veaux. Aussitôt mis au monde, les veaux sont kidnappés et séparés de leur maman, soit dans une période entre 24 à 72 heures. Tout ce processus entraîne des cris et des pleurs pendant de longues heures qui peuvent parfois devenir interminables. Soyez empathique avec un bris de compassion pour comprendre la souffrance que cela engendre via un simple verre de lait ou un morceau de fromage. Cela est tout simplement inhumain de ne pas ressentir rien à l'égard de la situation et d'être apathique sur ce sujet. Les mâles ne sont donc pas utiles à l'industrie, donc sont tués pour leur viande pas très longtemps après leur naissance, tandis que les femelles ont déjà une belle carrière devant elles, c'est-à-dire d'être assimilées pour devenir enceintes et devenir par le fait même une machine à lait. Les veaux sont alors engraissés sur un régime très strict qui leur permettront de prendre 460 livres en 20 semaines avec un régime carencé en fer et majoritairement liquide. Elles sont d'ailleurs attachées par le cou pour limiter leur développement des muscles qui diminue encore davantage l'effet de croissance. Pour ainsi finir, après 4 mois d'engraissement, avec la dernière étape de production qui est le cimetière ou si vous préférez l'abattoir, les animaux, une fois transportés à l'abattoir, ne veulent même pas descendre du camion. Ils ne sont pas fous, leur cerveau fonctionne. Ils savent que leur prochaine étape le réserve. Alors, nous prenons des bâtons électrifiés pour les faire sortir du camion en leur donnant des chocs. Le dernier souci des travailleurs est de rendre cette étape la moins souffrante possible, car elle prendrait davantage de temps à exécuter et ce n'est pas ce qu'on veut dans l'industrie. On veut être rapide et on prend tous les moyens possibles pour se permettre de l'être. Ensuite, les animaux sont pendus la tête par en bas, un à la suite de l'autre, sans pitié, sans leur faire soin de minimiser les dommages. Le processus de l'abattage est le même que celui de leur mère. Pas de traitement de faveur, tout le monde y passe. On sert ensuite leur cadavre comme une viande de bœuf plus luxueuse et moins commune dans les restaurants, à la limite de quasiment un aphrodisiaque. Je crois en fait que si la population était bien cultivée sur le processus de la consommation du produit jusqu'à l'assiette et aurait la conscience que du veau est en fait un bébé de quelques mois d'âge, une grande minorité de gens continuerait à en manger. Fin du chapitre. Chapitre suivant qui s'intitule Poulet. Les Américains consomment autant de poulet en une journée entière qu'en une année entière en 1930. D'ailleurs, pour cette raison, l'industrie doit en produire énormément, ce qui nous amène à l'énorme statistique de 8,5 millions d'oiseaux tués chaque semaine
dans les plus grands producteurs au monde de poulets. Il y a deux types de poules. La première étant les poules pondeuses qui servent uniquement à vendre des œufs et la deuxième, le poulet à chair qu'on appelle, sert à consommer leur viande. Tout d'abord, l'industrie des œufs, ils commencent leur vie dans un couvoir. Au Québec, nos couvoirs donnent naissance à 7 millions de poussins par semaine, donc 364 millions par année. Puisque les mâles ne sont aucunement utiles à l'industrie des œufs et qu'on ne veut pas avoir aucune perte, on les abat. 70 000 poussins mâles sont abattus par semaine, uniquement au Québec, encore une fois, qui donne 3 640 000 par année d'animaux abattus dans l'industrie pour cette simple raison. Je vous rappelle que ces chiffres sont encore une fois uniquement pour notre province canadienne, donc on ne parle pas de statistiques mondiales ici. L'industrie animale étant ce qu'elle est, nous ne voulons aucune perte et faire le plus d'argent possible. Alors, nous avons trouvé une façon de rentabiliser les poussins mâles en les transformant pour les mettre dans nos produits pharmaceutiques comme le rouge à lèvres ou encore pour en faire de la moulée pour les autres animaux. Pas de gaspillage, on veut faire de l'argent et on prend tous les moyens possibles pour que ce soit efficace. C'est ce qui est réellement important ici. Les poussins sont soit déchiquetés dans un énorme broyeur ou sont soit asphyxiés pour aller plus vite et parfois diminuer le coût de cette façon lorsqu'elle est utilisée à grande échelle. Les poules pondeuses font des œufs pendant environ 1 an. Après, elles deviennent de plus en plus lentes à la production, donc on les remplace par des plus jeunes. Les poules sont alors envoyées à l'abattoir comme tout autre animal dans l'industrie qui ne respecte plus les normes de production requises. Pour ce qui est de la suite, vous la connaissez bien évidemment. À noter que cette volaille a une durée moyenne de vie habituellement de 15 ans dans des conditions optimales, donc en d'autres mots 15 fois plus élevés que ceux dans l'industrie en ce moment. Pour le deuxième volet, les poules à chair, la première étape étant le débectage, ce qui empêche le cannibalisme et les coups de bec dans l'établissement où elles sont tous entassées. Dans un poulailler, on peut retrouver entre 60 000 à 90 000 poulets en moyenne. Durant cette étape, la température de la lame de coupe varie étant donné qu'environ 15 oiseaux à la minute, même parfois plus, sont entraînés dans ce cycle, ce qui leur engendre déjà des blessures. Peu de temps après leur naissance, ils sont déjà en période d'engraissement. Après 38 jours, qui est 1 mois et 1 semaine, les poules ont passé en moyenne de 45 grammes à 2,2 kg, qui fait plus de 45 fois leur poids de départ. Le développement de la masse musculaire devance celui de l'ossature, donc la circulation sanguine ne peut pas suivre. Du même coup, cela engendre d'autres complications au niveau de santé de l'animal. Une d'entre elles est qu'à la toute fin de la période d'engraissement, les animaux ont de la misère à se déplacer par eux-mêmes, ce qui amène un autre problème comme un effet boule de neige. La volaille est rendue tellement obèse qu'ils ont de la difficulté à se déplacer pour aller chercher de la nourriture et l'eau nécessaire à leur survie dans le poulailler. Juste à s'imaginer que la bâtisse n'est pas très grande, alors on parle ici que de quelques mètres seulement pour réussir à bien s'alimenter et boire l'eau nécessaire. Elles sont en fait incapables de faire quelques pas en mètres à cause de leur surplus de poids astronomique. Ce problème amènera à une perte de plusieurs poulets tués indirectement dans le processus avant la fin de l'engraissement, de cas de famine ou de déshydratation. Jusqu'à 700 poulets peuvent mourir d'ici la fin de la période d'engraissement dans certains établissements. Si l'on compare à un poids de bébé humain naissant qui est environ entre 6 à 9 livres, imaginez la même situation deviendrait à dire qu'il pèserait entre 270 et 405 livres en moins de 1 mois et demi. La situation est tellement absurde ici, par contre, elles nous font réaliser que la différence est tellement énorme qu'elle en est elle-même très ridicule.
Les poulets étant des êtres vivants et des bébés animaux exactement comme nos bébés que nous aimons tant. Encore une fois, les poules à chair vivent très entassées, urinent et défèquent sur le plancher et ceux-ci ne sont jamais nettoyés avant leur départ, donc une fois au mois et demi plus précisément. Plusieurs poules meurent et sont laissées sur le sol jusqu'à la fin de la période d'engraissement. Piétinées, picossées, urinées et déféquées sur leurs cadavres qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Bref, une belle mort comme tous les humains souhaiteraient avoir, n'est-ce pas? Pour les autres qui n'ont pas eu la chance, entre guillemets, d'avoir ce sort si convoité, elles sont pendues les pieds vers le bas et électrocutées. Celles qui résistent, on leur tranche la gorge à froid. On peut parfois les frapper monstruellement avec l'aide de nos outils carnivores tels que la massue durant la chaîne d'abattage. Déplumer, décapiter et vider de leurs entrailles, et tout ça dans une vitesse record. Un petit examen vite fait d'un professionnel pour s'assurer que tout est en ordre. Ensuite, on les nettoie et refroidit le corps à l'air pour finir par les empaqueter. Avant toutes ces étapes vient la fin du transport ou l'arrivée à l'abattoir si vous préférez. Pour les animaux plus petits comme la volaille, nous les prenons par le cou ou encore les pieds pour ensuite les lancer en dehors du camion avec force et rapidité. On peut penser que le poulet sans la peau ou le gras est santé, entre guillemets. Pourtant, il ne l'est aucunement. Le poulet est 3 fois plus cancérigène si on compare à 50 grammes de viande rouge pour la même quantité de poulet. De plus, la consommation de volaille augmente les chances à l'homme d'avoir un cancer de la prostate, plus précisément lorsqu'on parle du type de cancer qu'on s'expose en mangeant que cette viande. Quand on s'aperçoit comment il est produit et comment ils ont la vie dure constamment sur médication, hormones, pesticides et produits chimiques, on se rend compte qu'il ne faut pas chercher plus loin pour trouver la réponse à la question que l'on se pose. Le poulet est déjà mauvais pour l'homme sous ses conditions de croissance et de transport. Cela ne fait qu'augmenter ses effets négatifs pour notre santé. Fin du chapitre. Je vais vous lire un dernier chapitre. Ensuite, on va finir la vidéo, puis le restant va être dans d'autres parties. Le prochain chapitre s'intitule « Porc ». On reconnaît l'intelligence d'un enfant de 3 ans au porc. Autrement dit, les porcs sont assez intelligents pour pouvoir savoir et comprendre ce qui les entoure. Plus intelligents que le chien en moyenne également, scientifiquement prouvé. Les porcs commencent leur vie dans un logement de maternité. 18 jours plus tard, ils sont déjà envoyés dans un parc d'engraissement qui durera 4 à 5 mois. Si pendant la période d'engraissement, certains cochons ne sont pas engraissés selon la courbe de croissance recherchée, ils sont tués avec les méthodes les moins coûteuses qui sont souvent les moins éthiques par le fait même, comme par exemple en les frappant avec un objet sur la tête ou en les lançant sur le plancher et dans les murs, puisqu'ils sont généralement encore assez petits pour se permettre de faire ce traitement. Les porcelets de un peu moins de 3 semaines sont d'abord castrés pour une raison en particulier. Cette opération est pour apporter au porc, lorsqu'on le cuit, un meilleur goût. Puisque en les faisant cuire, 2 hormones qui sont sécrétées par leurs testicules dégagent une odeur d'urine, ce que les consommateurs n'apprécient pas comme goût. La deuxième opération est de leur couper la queue étant donné qu'ils se mordent entre eux lorsque celles-ci ne sont pas sanctionnées. Parfois, on leur coupe les dents et les oreilles car ils se mangeraient sous forme de cannibalisme entre eux et pour minimiser les dégâts et pertes. Toutes ces étapes sont faites sans antidouleur, sans les endormir et sans anesthésie. Plus ou moins 20% des porcs meurent entre la naissance et l'abattoir. Malgré que les porcs sont eux qui reçoivent le plus d'antibiotiques, en parenthèse, les porcs consomment 37% des antibiotiques vétérinaires vendus en France, les pertes restent quand même largement hautes lorsqu'on parle de 1 sur 5 qui ne résiste pas de quelques misérables mois de vie que l'on accorde.
De plus, leurs conditions ne sont pas l'une des meilleures de l'industrie car ils ne sortent jamais dehors et l'urine est défecte à même leur enclos, ce qui favorise le développement des infections et maladies. L'expression manger comme un porc signifie manger énormément et très vite sans avoir de bonnes manières et laisser des déchets à sa table. Le porc peut pratiquement manger n'importe quoi quand on leur donne, il se goinfre sans arrêt. Cela pourrait provoquer certaines maladies car ils n'ont pas d'alimentation équilibrée comme il se doit d'avoir. Après un petit moins d'une demi-année, le porc a engraissé jusqu'à 115 kg, qui est 253 livres et demi, pour ensuite passer à l'abattoir. Une fois la période d'engraissement terminée, les porcs sont transportés vers l'abattoir pour être coupés en dizaines de morceaux et être emballés. Deux façons les plus couramment utilisées dans l'industrie. La première étant que l'on met une petite quantité de porc dans une sorte de compartiment avec des barreaux pour ensuite les pousser dans une chambre à gaz totalement vivant au début du processus, étrangement similaire à ce que les Juifs ont vécu au 20e siècle. La deuxième est que l'on asperge les animaux d'eau pour ensuite les électrifier avec un bâton. En d'autres mots, un peu le même principe que la chaise électrique pour l'humain, pour certains cas de prison que l'on a déjà vu dans le passé. La différence est que le cochon a une durée de ce traitement faveur plus longue, soit 23 secondes en moyenne, pour ensuite être pendus par leurs pattes arrière et les saigner en simplement leur tranchant la gorge. En moyenne, on peut faire l'équivalent de 200 porcs à l'heure dans une entreprise d'abattoir de bonne taille. Ils sont ensuite plongés dans l'eau chaude pour les décontaminer. Parfois, ils sont encore vivants rendus à cette étape, donc ça permet de les immerger et les noyer dans ce processus. Pour récapituler, les porcs sont électrocutés, pendus par les pieds, ont la gorge tranchée, et s'ils résistent encore pour vivre, ils finissent par mourir noyés. Si l'on continue, la prochaine étape est l'épilage, qui consiste avec un racleur à enlever le plus gros des poils restants. Ainsi vient le flambage qui sert à éliminer les quelques poils qui leur restent. La prochaine étape dans leur séjour est l'éviscération, où l'on éventre la tête en bas avec l'aide d'outils très tranchants. Dans cette étape, on leur tranche aussi leur langue, que l'on peut vendre sur le marché, couper les oreilles et on leur sort les yeux en les retirant de leur emplacement. La production de porcs dans une entreprise peut varier entre 50 000 et 600 000 porcs produits par les truies chaque année, dépendamment de leur grosseur. Les truies sont enfermées dans les cages jusqu'à 8 mois sans pouvoir bouger ou marcher. Continuellement tenues enceintes pour favoriser la quantité de porcs produits chaque année, leurs déplacements sont en fait bien limités, sinon les pertes pourraient être catastrophiques, ce qui veut dire moins d'argent dans les poches des fermiers et le gouvernement. Ici, on parle que les truies sont en devoir de tenir les porcelets en vie. De ce fait, les truies doivent leur donner du lait de truie et non du lait de vache. Ce n'est pas pour les porcs. Les mamans cochons sont dans une sorte de cage seule pour leur permettre uniquement de se tourner, se coucher, et c'est pas mal ça. La raison de ce système est de ne pas avoir de porcelets écrasés par leur mère et d'avoir moins de cas de décès d'animaux dans l'établissement. Peut-être aussi pour empêcher les truies de se sauver également, car entre vous et moi, être dans une sorte de cage toute sa vie sans sentir la douceur du vent sous sa peau ne doit pas être une expérience très valorisante et excitante pour un être vivant. Mais bon, j'imagine que ça vaut le coup pour avoir notre bonne côte levée ou encore notre bacon au déjeuner. Le prix à payer est ça et un point c'est tout. Personnellement, je ne veux point encourager cette philosophie et l'industrie. Autant cela peut paraître effrayant, ce qui l'est encore davantage, c'est qu'on peut classifier la nourriture transformée comme le bacon comme un numéro 1 cancérigène comme le plutonium. The Unhealth Body ont affirmé que les saucisses et le jambon étaient aussi parmi les plus grandes
choses cancérigènes avec la cigarette, l'alcool, l'arsenic et l'asbestos. C'est un pensez-y bien lorsque nous avons le choix d'en consommer ou pas. Je ne crois pas que bien des gens oseraient boire du plutonium, et ce à plusieurs reprises durant la semaine. Alors pourquoi le bacon serait différent puisque les deux substances amènent des problèmes de santé qui vaut la peine d'être pris au sérieux et non pas à la blague? Le plaisir gustatif qu'on retire ne vaut aucunement les effets négatifs du produit qu'on en retire. Fin du chapitre. On va terminer là. Je pense que je suis environ à 25-33 minutes dans ce coin-là. Puis on va continuer dans la partie 3. Le prochain chapitre que je vais lire dans la partie 3 va s'intituler Le poisson. Très intéressant. Puis ça, c'est une industrie que personne ne connaît rien. Donc j'ai fait des recherches, puis ça m'a complètement dévasté, si c'est le bon mot. Bref, j'ai bien hâte de vous lire ça. Un gros merci comme à l'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce pour me le faire savoir. Vous pouvez laisser un commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines parties de mon livre que je vais vous lire. Et puis, vous pouvez partager aussi avec vos amis et votre famille si le cœur vous en dit. Et comme à l'habitude, n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.